La plus petite mine des charbonnages de France est située dans les Alpes, entre le Vercors et le massif du Pelvoux, dans le prolongement du profond sillon qui sépare les préalpes crétacées des massifs cristallins. Cet alignement est jalonné par quelques villes importantes. Parallèlement, le terrain houillé s'étend sur deux zones principales. L'arc interne de la Suisse au Briançonnais est une bande large qui comporte de nombreuses petites exploitations privées. Et à partir du massif des Aiguilles Rouges, l'arc externe, bande plus étroite, qui ne laisse guère subsister de couches exploitables que dans sa partie sud, à l'extrémité de laquelle se trouve l'important gisement d'anthracite de l'Amur. Depuis le Mont Blanc, le massif cristallin de Beldonne aligne sa masse imposante, dont les sommets dentelés dominent le Grésivaudan. En bas, dans la brume hivernale, Grenoble, antique cité des Allobroges et capitale des Alpes, s'étale au confluent de l'Isère et du Drac. Cette grande ville moderne est un centre universitaire et industriel important. Sa situation géographique en fait la reine des sports d'hiver et de l'alpinisme. À 40 km au sud, entre le massif du Taillefer et celui du Snépy, à 1000 mètres d'altitude, s'étend le plateau de la Matésine. Empruntons la grande avenue qui, par Pont-de-Claix, rejoint la route Napoléon. Après Visil et son ancien château, devenu résidence d'été des présidents de la République, une forte montée permet d'atteindre le plateau. Dès l'abord, les magnifiques lacs de la Fraye donnent un aperçu des beautés de la région. Et voici la Mure, ancienne forteresse delphinale, petite ville de 5000 habitants, pays de l'anthracite. L'ancienne église et le château de Beaumont, témoin d'un riche passé historique à l'époque des guerres de religion et du connétable de Lesdiguières. Mais bien avant qu'existent ces moraines qui constituent le plateau, bien avant ces collines sous lesquelles se cache le charbon, bien avant le Snépy dont la masse calcaire barre l'horizon et ferme la ceinture de montagnes qui entoure le gisement, pour connaître le secret enfoui dans l'immensité du temps, revenons en arrière de quelques 300 millions d'années. Une haute chaîne de montagnes se dresse dans notre région en bordure d'un grand lac. Des milliers d'années plus tard, elle est aplanie par l'érosion. Le climat devient humide et chaud. D'étranges forêts se développent. Les pluies diluviennes et les réajustements du sol immergent de vastes régions. Que se passe-t-il au sein des eaux? Le socle ancien est recouvert par les premiers dépôts houillés, sols de végétation des forêts détruites, que les mineurs appellent murs. Le socle et le mur s'enfoncent. Les débris végétaux se déposent et forment ce qui sera notre grande couche. Des apports stériles de boue et de sable recouvrent le charbon et deviendront les grès et schistes du toit. Un plissement important fera surgir à la place du lac une nouvelle chaîne de montagnes. C'est la chaîne hercynienne. Elle subit à son tour l'inéluctable loi de l'érosion, si intense que sur certains anticlinaux, la couche même sera détruite. Sur ce dôme,
les grandes transgressions marines de la période secondaire vont accumuler les sédiments. D'abord le Trias, qui se présente de nos jours sous forme de dolomie, carnieul, anhydrite. Puis les calcaires de la base du Jurassique, qui sur le dôme ont un aspect caractéristique. Ce sont les calcaires à entroque de l'Afrée. Le niveau de la mer s'élève, le caractère des dépôts devient plus uniforme. Ces calcaires schisteux atteignent une grande épaisseur. Mais un événement important va modifier une fois de plus la physionomie de notre région. La surrection des massifs alpins comprime les anciens plis, lamine et étire les couches, brise leur continuité. Ce bouleversement est aggravé encore par de grandes fractures. Ces failles contiennent parfois de belles minéralisations, telle cette blinde. Cette pyrite qui étincelle de tous ses feux. Et ce curieux gypse, cristallisé sur un mode inhabituel, qui se déforme sans rupture. Le Quaternaire, époque du creusement des vallées et du développement des grands glaciers, donne au paysage mathésin son modelé actuel. La pierre percée, arc de triomphe naturel, est un morceau de carnieul triasique laissé par le passage du glacier. Au col de la Festinière, les terrains sont entaillés jusqu'au socle, mettant ainsi à nu les affleurements, comme cette couche entre toit et mur. L'homme connaît ainsi une richesse nouvelle et se met à l'exploiter. La multitude des points d'extraction créés par des particuliers amène rapidement un gaspillage du gisement et la nécessité se fait sentir d'organiser et de rationaliser cette industrie naissante. L'État reprend la propriété du sous-sol et crée le service des mines, qui donne le permis d'extraire aux seules personnes capables de mener à bien cette tâche. Napoléon accorde les premières concessions. Très vite, l'isolement de la région pose le problème difficile de l'évacuation du charbon produit. La mine ne pourra s'accroître qu'après la construction du chemin de fer à voie étroite qui relie la Mure à Saint-Georges-de-Comiers par les gorges du Drac. Sur 30 km, cette œuvre remarquable comporte 12 ponts ou viaducs et 18 tunnels sur une dénivellation totale de 700 mètres. Au début du siècle, des installations nouvelles augmentent les possibilités de la mine. Mais la marche en avant allait être interrompue par de graves difficultés. La fermentation des vieux bois et les oxydations de schiste pyriteux déclenchent des feux qui rendent l'atmosphère irrespirable et nécessitent une lutte énergique. Les quartiers entiers doivent être isolés par des murs solides et soigneusement rendus étanches à l'air. Puis, c'est le gaz carbonique qui manifeste tragiquement sa présence par un dégagement instantané dans une galerie de recherche.
Pour parer à ce danger, les chantiers sont évacués avant les tirs de mine, qui sont exécutés à distance, derrière de solides portes étanches. Des contrôles après le tir permettront le retour au chantier. Le siège d'extraction du Villaret se modernise. Un centre d'apprentissage forme les jeunes mineurs. Une nouvelle centrale thermique est édifiée. La mine actuelle produit journellement 2200 tonnes. Elle occupe 800 ouvriers au jour et 1400 au fond. À la relève des postes, entrants et sortants se croisent et donnent de l'animation aux carreaux. Après les douches et la lampisterie, les groupes s'approchent de la galerie d'entrée, car, à la différence des autres mines, la plupart des ouvriers ne descendent pas par un puits, mais s'enfoncent dans la montagne par une galerie horizontale. Le transport est effectué par des petits trains, car les chantiers sont souvent éloignés de 3 ou 4 kilomètres. La porte se referme et notre train avance dans la nuit. À son passage, l'obscurité totale est un instant trouée par l'éclat des lampes individuelles. Pendant le voyage, le défilé monotone des parois de la galerie est notre seul horizon. Puis nous quittons la voie principale de roulage pour nous diriger vers l'un des 11 quartiers qui constituent l'ensemble de l'exploitation du Villaret. Dès l'arrivée, les hommes se dispersent par petits groupes. En effet, l'irrégularité du gisement ne permet pas la concentration du personnel dans un petit nombre de gros chantiers, mais exige au contraire une multitude de fronts d'abattage où ne travaillent souvent que 2 ouvriers. Si habituellement entre toit et mur la couche est épaisse, il arrive aussi qu'elle soit réduite ou déplacée par une faille. Dans ce cas, la sondeuse entre en action. Quelques forages permettent en général de retrouver le filon perdu. Une couche qui présente de telles discontinuités et de telles variations pose des problèmes difficiles en ce qui concerne d'une part le découpage géométrique des panneaux à exploiter et d'autre part les possibilités pratiques de mécanisation. Les améliorations successives apportées aux méthodes classiques ont conduit au procédé dit des cheminées dont la souplesse a permis de le généraliser. Pour le comprendre, sectionnons dans la masse un plan de coupe qui permet de voir le charbon entre ces roches encaissantes. Une galerie vient du mur jusqu'à la couche et la traverse. Pour suivre les travaux qui seront exécutés à l'intérieur, enlevons le toit. Tout d'abord, cette galerie horizontale est prolongée sous le toit. C'est le traçage de base. Quittons un instant le schéma théorique pour accompagner l'ouvrier à son chantier. Voici le front du traçage. Notre anthracite est très dur et ne peut pratiquement être abattu qu'à l'explosif. Cette dureté est encore aggravée par la présence dans les couches de nodules de pyrite, ce qui oblige souvent à conserver les anciens marteaux perforateurs percutants. De ce fait, les avancements au massif sont presque comparables au creusement au rocher. La consommation d'explosifs y est très élevée. Après les branchements, le bout de feu fait partir les coups de mine.
Le charbon abattu est chargé mécaniquement. Le traçage est creusé jusqu'à l'extrémité du panneau. Une galerie inclinée à 24 degrés de pente part perpendiculairement au traçage, atteint le mur et s'élève le long de ce mur jusqu'au niveau des travaux précédents. Parallèlement, et distantes de quelques mètres, d'autres suivent. Ces cheminées sont dites primaires. Le traçage de base, qui n'est pas tout à fait aussi rectiligne que sur le schéma, nous mène au pied de la cheminée primaire. Un ouvrier monte un bois. C'est l'un des inconvénients de la méthode. L'accès du chantier est en pente. Mais c'est en même temps son avantage principal, car la desserte par gravité supprime les pénibles manutentions du charbon et constitue une authentique mécanisation. Après avoir consolidé le point où la cheminée arrive aux vieux travaux, les ouvriers attaquent une nouvelle cheminée perpendiculaire à la première pour aller au toit en traversant l'épaisseur de la couche. C'est une cheminée secondaire. Au cours du poste, une pause va permettre de reprendre des forces. L'arrêt est court. Il faut remonter pour soutirer le charbon abattu, qui glisse dans des couloirs en tôle. Lorsque la cheminée secondaire a atteint le toit, une nouvelle phase va commencer. Voyons de près le détail du travail d'abattage au front d'une cheminée secondaire. Les coups de mine sont forés vers le haut, dans la tranche de charbon à sous-cavé, et latéralement dans le pilier qui sépare de la secondaire précédente. Le charbon disloqué est soutiré à travers un barrage régulateur. La même opération est répétée autant qu'il le faut pour détruire la cheminée secondaire jusqu'à sa base. Revenons au chantier. Les manipulations et les nombreux forages, latéraux ou verticaux, sont générateurs de poussières abondantes. Pour les combattre, une pompe spéciale injecte de l'eau à haute pression dans quelques-uns des trous de mine pour humidifier le charbon. Les joints étanches sont serrés et l'appareil forcera l'eau dans toutes les micro-fissures. L'opération est terminée lorsque l'eau sort du massif. Après le départ de la volée, le charbon descend. Mais le visiteur peut se poser une question. Lorsque tout ce charbon est enlevé de la place qu'il occupait, que deviennent les vides ainsi créés? Eh bien, ils ne restent pas ouverts. Le toit se casse en gros blocs qui s'arc-boutent et remplissent les excavations. C'est ce qu'on appelle le foudroyage. Si la couverture secondaire du houiller est du calcaire dur, elle se fracture de proche en proche jusqu'à la surface. Quelques mètres plus bas, dans la cheminée primaire, on monte une nouvelle cheminée secondaire, qui, à son tour, abattra son pilier. Remarquons qu'une variation d'épaisseur de la couche n'influe que sur la longueur de la secondaire, donc n'affecte en rien le déroulement des opérations. La cheminée primaire suivante prendra de même toute la tranche inclinée qu'elle détermine avec son réseau de secondaire. L'épaisseur de cette tranche, qui dépend de la pente de la couche, peut être réglée par les distances entre primaires.
On s'adapte ainsi à toutes les variantes possibles. Et maintenant, le charbon arrive de tous les chantiers. Ces berlines à fond ouvrant sont constituées en trains navettes sur voie unique entre les pieds des cheminées primaires et le point de déchargement. Le traçage est en effet trop sinueux pour qu'on puisse installer des moyens de déblocage continu. Le charbon une fois vidé, le départ du train provoque la fermeture des fonds. Le charbon descend ensuite jusqu'au niveau inférieur de grand roulage par des plans inclinés creusés au rocher, équipés de chaînes à disques qui entraînent ou ralentissent le charbon. Une trémie, munie d'un distributeur, charge les berlines de 3 mètres cubes, qui sont ensuite tractées à grande vitesse par des locomotives électriques de 75 chevaux. Le train arrive à la station collectrice. Les berlines sont manœuvrées dans la gare et engagées dans un culbuteur rotatif automatique. Sans décrochage, l'attelage tournant permet de vider les wagons en quelques minutes. Pendant que le train vide retourne au quartier, le charbon est distribué sur un convoyeur qui le remonte de 120 mètres jusqu'à l'extérieur dans un grand plan incliné de 500 mètres de long. Ainsi, quittant le berceau de roche où il dormait depuis si longtemps, l'anthracite arrive à la lumière du jour. Les mineurs, qui font chaque jour le sacrifice d'un peu de cette lumière pour le bien-être de la collectivité, sortent à la fin du poste et retrouvent avec joie le soleil. Après avoir passé aux douches et s'être changés, ils partent dans toutes les directions. Par les routes pittoresques de la Matésine, ils regagnent les cités. Entre-temps, le charbon est débarrassé de ses impuretés dans le bâtiment de préparation. Épierré, calibré et classé par catégorie, il part vers les utilisateurs, chargés soit directement en camion, soit en majeure partie dans le chemin de fer qui le descendra dans la vallée. Les déchets sont dirigés sur la centrale thermique. La chaudière, dont voici les abords, brûle des pulvérisés de toute nature.
Les deux alternateurs ont une puissance totale de 50 000 kW. Et le charbon continuera d'être extrait des entrailles du sol. Les réserves permettront au flot noir de jaillir encore pendant plus de 2 siècles. Et, chargé du travail de tous ceux qui ont contribué à l'arracher à la terre, il va, sous des formes diverses, porter dans toute la région l'énergie et la chaleur de l'anthracite du Dauphiné.